Euh, Bonsoir à tout le monde. Je crois que je vais pas me présenter, j'ai pas grand chose à dire, hein. Voilà. Moi c'est Loïs et je vais vous présenter le titre que j'ai donné après. Ah oui, si. Merci à l'Aquarium et à l'apéro sceptique de m'accueillir. J'ai trouvé que c'était une bonne idée quand Sébastien avait fait ça, donc je me dis pourquoi pas moi. Et donc je vais vous présenter, je vais vous donner une présentation que j'ai intitulée Antispécisme et abattage, qui veut la peau des controverses. Donc on va vraiment, ça va être un thème qui est assez circonscrit à quelque chose de précis, mais parce que je pense qu'on réfléchit mieux quand on est précis. Et je vais commencer avec une citation de Bruno Latour, qui est un philosophe des sciences français, qui a donné dans une conférence sur le concept de controverse, qui avait donné cette citation, où il disait « Souvent, quand nous parlons de controverse à des chercheurs, ils ne sont pas très à l'aise avec ce terme, et ils disent « On n'est pas dans une controverse, c'est simplement que j'ai des collègues qui sont idiots, c'est pas du tout pareil. » Et moi, quand j'ai entendu cette citation, enfin cette phrase dans sa conférence, ça m'a marqué, parce que je trouve que ça représente très bien les discussions qu'on a autour de l'élevage aujourd'hui dans notre société, et particulièrement, moi je vais m'intéresser à la légitimité de l'abattage, et du coup voilà, j'ai pris des silhouettes avec à gauche le militant animaliste et à droite l'éleveur, et voilà, on a des deux côtés, les deux disent vous comprenez rien, vous comprenez pas du tout pourquoi est-ce que en fait on a raison, et en interne, ou de moins en moins en interne d'ailleurs, les deux vont penser de l'autre que eux, ceux d'en face, ils sont ignorants et malveillants, alors que nous, de notre côté, on est les bonnes personnes, nous on est rationnels, nous on a bien regardé toutes les données, et on est désintéressés, on fait ça que pour le bien commun. Et donc, je trouve que d'habitude, dans les discussions sur l'antispécisme, on s'intéresse beaucoup à pourquoi ceux d'en face ont tort. Moi, je vais essayer de prendre un peu le revers, en m'intéressant particulièrement à pourquoi est-ce que les gens, eux, pensent qu'ils ont raison. Et du coup, de voir comment est-ce que des deux côtés, on a des gens qui disent « je suis rationnel », c'est quoi leur base pour penser que eux, ils ont raison de penser ce qu'ils pensent. Je vais donner un cadre vite fait, donc voilà, c'est le mot métaéthique qui revient. Ça fait peur comme ça, en gros. C'est le cadre métaéthique, donc le cadre que je me donne dans lequel je vais me circonscrire. Ça va plutôt être celui de Peter Singer, qui est cet auteur américain ici, qui a été très influent dans la pensée animaliste. Et c'est-à-dire que je vais avoir deux... Ah, il y a tout qui sort. Bon. Je vais principalement faire ces deux postures métaéthiques qui sont le conséquentialisme, c'est-à-dire qu'on cherche à faire des actions bonnes qui sont bonnes en fonction de leurs conséquences. On n'a pas, en opposition à déontologie, donc de dire, on dit juste une action elle est bonne si ses conséquences sont bonnes. On ne dit pas voler c'est mal, tuer c'est mal. On pense aux conséquences de notre acte et c'est à partir de ça qu'on dit si quelque chose est bon ou pas. Et l'autre posture, ça va être l'idée du droit positif, qui va être qu'on considère que les droits qu'on se donne les uns les autres ou qu'on donne à des individus qui ne peuvent pas se les donner à eux-mêmes, c'est des droits qui sont accordés et non pas des droits qui sont lus en quelque sorte dans la nature. C'est pas la nature qui nous dit quels sont les droits des individus, c'est nous qui regardons quelles sont les actions bonnes ou mauvaises et qui, à partir de là, donnons des droits aux individus. Et voilà, j'ai mis des auteurs, c'est par opposition, donc ça c'était Singer et ça c'est Francione, Reagan et Valéry Giroux qui est au Québec, qui sont plus dans cette idée déontologique que moi je ne vais pas aborder ce soir parce que j'arrive pas à la défendre. Et donc voilà. Les limites que je vais poser pour les torts causés aux animaux ce soir, ce sera uniquement ce que j'ai représenté ici de manière très subtile. Ça, je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut représenter, mais ça, c'est l'outil qui est utilisé dans les abattoirs, et même quand c'est hors abattoir, pour rendre inconscients les animaux. Donc c'est un pistolet qui va projeter une tige comme ça, assez centralement dans le cerveau. Et là, du coup, c'est un schéma que j'ai trouvé qui explique si vous voulez rendre inconscient un animal avant de l'abattre, où est-ce qu'il faut faire rentrer cette tige. Et donc c'est vraiment le sujet auquel je vais m'intéresser, parce que je pense que ce n'est pas le sujet qui est le plus discuté dans les médias, mais c'est le sujet où il y a le plus d'engueulades en fait, des gens qui ont déjà leur avis ou qui sont vraiment sûrs de ce qu'ils pensent. Donc je vais m'intéresser à la mort, à l'abattage, je ne vais pas m'intéresser à la souffrance dans les élevages, ni à ce que certains pourraient... C'est bon. Et je ne vais pas non plus m'intéresser à l'exploitation, c'est des discussions c'est aussi des discussions qu'on pourrait avoir, mais ce n'est pas celles que je vais avoir ce soir. Et donc, je vais commencer par donner, d'une part, donc j'avais dit qu'on allait voir des deux côtés comment ça se fait que les gens sont persuadés d'avoir raison, et je vais commencer avec, sur l'antispécisme, donc les antispécistes, les anti-élevages, quelles sont leurs bases, les outils qu'ils utilisent et les conséquences de l'utilisation de ces outils. Donc, on va revoir Peter Singer. Voilà, pour penser les bases de l'antispécisme, on peut revenir au livre de Peter Singer qui date de 1975, qui s'appelle Libération animale, et le concept du bouquin, très très rapidement, ça a été de faire le constat de départ qu'il y a eu un moment où, dans les sociétés humaines, c'était uniquement les hommes blancs riches qui pouvaient faire valoir que leurs intérêts étaient importants, et les intérêts des femmes et des personnes non blanches, on pouvait les négliger, et voilà, il a fait la remarque que les sociétés, il y a eu des mouvements sociaux de manière à ce que les intérêts des femmes et des personnes non blanches soient aussi reconnus, et du coup il s'est posé la question de est-ce qu'il y a des raisons de négliger les intérêts des individus en raison de son espèce ? Donc, partant du fait que les différences qui étaient faites, c'était uniquement parce qu'il y avait un sexe différent et une couleur de peau différente, des catégories, et il se demandait,
l'espèce, c'est aussi une catégorie qu'on peut observer de manière matérielle. Et est-ce que l'espèce, est-ce que ça constitue une base pour refuser à un individu de faire attention à ses intérêts, par exemple son intérêt à ne pas souffrir ou son intérêt à vivre si on pense que ça existe. Et du coup, la conclusion à laquelle il est arrivé dans ce bouquin-là, c'est de dire qu'il n'y a pas de raison. Ouais. Ah ouh là, oui. Ouais, ok. Ouh. Ok, très bien. Merci. Et donc la réponse qu'il donne, c'est qu'en fait, il n'a pas réussi à trouver. Et enfin, il y a personne qui a réussi à trouver de manière à convaincre ceux qui étaient d'accord avec Singer au début que l'espèce en tant que catégorie biologique pouvait donner une raison de négliger les intérêts d'un individu. Et donc la conclusion, c'est que seule la capacité d'un individu à avoir des intérêts compte. C'est uniquement s'il a des intérêts qu'il faut se préoccuper de ses intérêts et non pas autre chose. Et du coup, ça, c'est ce qu'on va appeler la posture de l'égalité de considération des intérêts. Et donc c'est à partir de cette posture-là d'égalité de considération de dire que pour trouver une différence de traitement des intérêts, il faut trouver une différence entre ces intérêts-là, qu'on va avoir les deux outils principaux de la pensée antispéciste qui se cachent toujours derrière les discours antispécistes, même s'ils ne sont pas là pour de vrai. Tous les antispécistes, ils les ont au fond de leur tête quand ils parlent. C'est deux outils qui sont d'une part les expériences de pensée et d'autre part les intuitions morales. Donc on va servir de ces deux outils-là pour, par exemple, si on a une question de est-ce que le traitement X est acceptable pour un animal donné, on va commencer par une expérience de pensée. L'expérience de pensée, c'est cette idée qu'on va imaginer quelque chose qui n'est pas forcément possible, mais on va l'imaginer de manière à ce que ça va pouvoir provoquer des réactions, ça va nous faire réfléchir, et on va se servir de ces réactions-là que ça nous provoque pour ensuite en déduire des conclusions. Donc cette expérience de pensée, ça va être que on prend cet animal-là, et à la place de cet animal, on imagine que l'individu à qui on applique un traitement X, c'est non pas l'animal, mais cette fois-ci un humain qui aurait les mêmes capacités cognitives et physiques que l'individu. Donc on essaye de faire une correspondance un à un entre les intérêts qu'avait cet animal et les intérêts qu'avait un humain. Ça peut être difficile vu ce que nous a dit Sébastien, mais bon. Et donc ça, c'est la première partie où on va dire qu'on postule qu'on est capable de faire ça, qu'on est capable de faire une correspondance où la seule différence entre le cas de départ et le cas où on a remplacé avec un humain, c'est qu'il y a une espèce différente. Et après, on va se servir du deuxième outil qui est les intuitions morales. Donc ça, c'est quelque chose qui va revenir souvent, c'est cette idée qu'une fois qu'on a remplacé l'animal par un humain, on imagine ce que ça nous fait, et on va pas chercher plus loin, on se dit, est-ce que je pense que c'est bien ou c'est pas bien ? Et sans essayer de donner des bases à ça, on se dit juste, si je trouve que c'est pas bien, ça veut dire que j'ai l'intuition morale que c'est quelque chose qui doit pas être fait à l'humain en question, et en fait, avec la posture de l'égalité de considération des intérêts, vu qu'il n'y a pas, on est parti du départ qu'il n'y avait pas de différence substantielle entre les intérêts de l'humain et les intérêts de l'animal, alors notre intuition doit être étendue aux animaux. Et du coup, c'est ce que j'ai mis derrière, et c'est pour ça qu'il y avait Scarlett Johansson au début. C'est cette idée, je ne sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle The Island, qui a sûrement un autre titre en français, qui est un film de Michael Bay, dans lequel on a des individus qu'on fait naître et qu'on entretient dans une sorte de forteresse, et à un moment, ces individus-là, ils vont être retirés de la société dans laquelle ils sont pour servir à des transplantations d'organes. Donc c'est des clones, et on se sert de leurs organes pour après, on les tue, et on se sert de leurs organes pour des personnes qui auraient commandé des organes à l'extérieur. Et du coup, une affirmation, là même si ça va plus loin, parce que c'est des humains qui sont cognitivement humains, mais si ça n'a pas forcément de sens. Et du coup, l'idée, ça va être que quand on pense à la situation de The Island, on se dit des individus qu'on fait naître, et une fois qu'on en a besoin, on les tue pour s'en servir. Et la posture antispéciste, ça va être de dire que ce qu'on fait en fait aux animaux, c'est quelque chose qui est similaire, et on se sert juste quand on pense à The Island, qu'est-ce que ça nous fait ? Si ça nous fait, c'est quelque chose qu'on veut pas voir arriver, c'est quelque chose qu'on pense immoral, qu'on pense injuste, alors on en tire la conclusion que c'est aussi injuste pour les animaux. Et du coup, c'est vraiment ça que je veux souligner, c'est que il n'y a pas besoin, et en fait la plupart, je pense qu'on pourrait trouver une bonne proportion des personnes antispécistes qui n'ont pas de base morale précise sur pourquoi est-ce que la mort c'est mal, pourquoi ce traitement, c'est quoi les intérêts, comment est-ce qu'on prend en compte les intérêts, qu'est-ce qui passe avant, qu'est-ce qui passe après. La seule chose, c'est qu'on va faire une expérience de pensée et on va après sentir ce que ça nous fait pour savoir qu'est-ce qu'on en déduit. Et du coup, la conséquence qu'on en tire, c'est voilà ce que j'ai marqué ici. On va faire le même traitement de quand est-ce que c'est juste de tuer un humain en étant très très large. C'est-à-dire qu'on peut vraiment trouver des restrictions, mais au moins, au minimum, on trouverait que c'est injuste de tuer un humain si ça ne sert pas à éviter un tort au moins aussi important chez un autre humain. Et du coup, on va transposer ça aux animaux. On va pas considérer qu'ils ont les mêmes intérêts, mais on va considérer que pour leurs intérêts à eux, quand on va les tuer, on va contre leurs intérêts. Et donc, il est injuste de tuer des animaux si cela ne sert pas à éviter un tort au moins aussi important chez les humains. Donc ça, c'est la conclusion de la plupart des antispécistes qu'on arrive à condamner l'élevage et les pratiques d'exploitation animale en général. On va passer à la partie suivante. Donc,
Dans cette partie, je vais traiter des réponses et des réactions qui sont données aux critiques de l'élevage par la profession des éleveurs, ou surtout la profession des éleveurs en fait, et les philosophes qui s'intéressent à cette question. Et du coup, quelque chose qu'il faut noter, c'est que ces réponses-là, c'est pas une réponse aux bases. C'est-à-dire qu'il y a rarement la critique de l'égalité de considération des intérêts, il y a rarement cette posture-là qui est faite de on part de pourquoi pourquoi on a enlevé la discrimination entre humains et pourquoi est-ce qu'on la garderait pour les animaux. Il va y avoir des réactions qui vont être à la conséquence. On dit la conséquence, c'est plus d'exploitation animale. Les gens vont réagir et vont dire pourquoi est-ce qu'eux, ils pensent que c'est pas une bonne idée. Donc je vais commencer par donner un contexte. Ce contexte-là que j'ai représenté ici, il y avait la source, il n'y a plus la source. Ça, ça représente un sondage qui a été fait en 2016 par un projet de sociologie pour étudier la posture des gens en France par rapport à l'élevage. Et du coup, là, ce qu'on voit, c'est que sur 100 personnes en France, il y en a 2 qui sont abolitionnistes, dans le sens où il y en a 2 qui veulent l'abolition de l'élevage et que les pratiques d'exploitation animale soient plus pratiquées. Et je pense que ça nous donne un contexte pour se dire que les gens qu'on a en face, donc on a ces personnes-là, les abolitionnistes, qui ont leur avis à ce sujet, et on a les gens en face qui sont des éleveurs, qui bossent beaucoup, qui ont beaucoup d'autres soucis que 2% de la population qui disent que ce qu'ils font c'est immoral. Et moi ça m'avait marqué, allez voir sur un site d'actualité d'agriculteurs, les animalistes on n'en parle presque pas quoi. C'est beaucoup plus des choses beaucoup plus terre à terre qui font du souci dans ce métier. Et du coup, ce que je me dis, c'est que j'essaie d'avoir une position d'humilité, de me dire si moi, il y avait 2% de la population qui me disait que ce que je fais, c'est pas bien, est-ce que je passerais ma vie à essayer de leur répondre, ou est-ce que, en fait, je ferais pas un peu ce qu'on trouve actuellement? C'est-à-dire qu'il y a un peu cette posture-là, j'ai l'impression qu'on se dit qu'il y a suffisamment peu de personnes et qui ont l'air suffisamment éloignées, en plus avec un peu cette idée que c'est des gens citadins et tout parmi les 2 personnes qui sont... Les deux sur ces 100 personnes. Donc il y a suffisamment peu de gens qui contestent pour se contenter de dire on va sortir des fascicules, on va sortir des discours, des articles pour dire on vous a expliqué pourquoi est-ce que vous aviez tort, on vous a écouté, vous avez tort, maintenant on passe à autre chose. Et vraiment cette idée une explication péremptoire de voilà pourquoi vous avez tort, maintenant laissez-nous tranquilles en quelque sorte. Et du coup je vais détailler assez précisément les différentes postures qu'on peut avoir pour avoir cette posture de maintenant voilà les explications pourquoi on a raison, maintenant laissez-nous tranquilles. Il y a 4 différents types que je veux traiter pour vraiment être exhaustif et pour qu'on loupe un peu rien. La première, c'est quelque chose qui est très très minoritaire, mais qui existe quand même, le fait que le progrès moral n'importe pas en soi. Il y en a quelques-uns, si vous les titillez sur les groupes Facebook, vous arriverez à les trouver. Et c'est les gens, j'ai pris l'image du Léviathan de Hobbes, c'est des gens qui vont dans la posture que pourquoi est-ce qu'il ne faut pas tuer des humains, c'est parce que je veux pas qu'on me tue, donc je demande à l'État l'État, on se dit, vu que je veux pas qu'on me tue, faut que je m'empêche de tuer les autres, ou qu'on m'empêche de tuer les autres, et vu qu'ils vont jamais être tués par un animal, ils se disent, j'ai bien le droit de tuer les animaux, quoi. C'est pas la majorité. On va avoir d'autres discours qui sont... Là, tout ce que je vais vous mettre, c'est des arguments que je peux pas aller plus loin, je pourrais pas vous les justifier, mais c'est des arguments qu'on entend. Et il va y avoir l'argument qu'on entend que la vie, c'est bien, la mort fait partie de la vie, donc la mort, c'est bien. Et que du coup, la mort, c'est pas un mal, que vraiment, si vous gueulez contre la mort, c'est que vous avez pas compris, la vie, c'est que vous vivez dans votre monde et tout. Et donc voilà, il y a cet argument-là que la mort, c'est pas un mal, donc l'abattage n'est pas un mal. Et on va avoir la dernière... là, oui, j'ai oublié de préciser, mais là, c'est vraiment dans les positions morales. C'est vraiment dans cette idée que les bases morales dont on se sert pour juger de l'abattage sont complètement différentes de celles qu'on avait chez les antispécistes. Et après, il va y avoir aussi cette base-là qui est de dire que c'est pas d'être sensible ou pas qui compte par rapport au fait que c'est mal de tuer quelqu'un, c'est juste la vie, c'est mal de tuer, et faut garder les choses en vie, et les tuer, c'est pas bien. C'est pour ça que j'ai mis une pomme qui saigne, que j'ai trouvé sur Internet, que j'ai trouvé jolie. Et donc voilà, ça, c'est les 3 postures où vraiment, c'est des choses où c'est des postures morales différentes. On refuse les prémices qu'utilisaient les antispécistes et on dit non, mais voilà, vous n'avez pas compris, ça c'est les postures morales que moi je défends. Une autre chose, ça va être l'idée de présenter ce qu'il y a à perdre dans l'élevage. Donc là, j'ai fait un petit dessin. L'idée, c'est qu'on a à droite un cochon qu'on a tué, et en fait, il n'y a pas de négation du fait qu'en tuant le cochon, on lui fait du mal. Par contre, il y a quand même cette impression qu'il y a tellement de choses qu'on perdrait si on abolissait l'élevage qu'à un moment, on espère que la balance, elle tombe quand même du côté de on garde l'élevage, quoi. Et du coup, je vais vous en présenter quelques-uns des choses qui sont présentées comme des choses qui vont être perdues et qui, du coup, justifieraient de tuer ce cochon et les autres. La première, ça va être la perte des espèces domestiques. Il y a effectivement beaucoup d'espèces qui n'existent que parce qu'on peut les élever pour produire de la viande. Et qui du coup, voilà, il y a des gens qui s'attristent du fait que si on abolissait l'élevage, il y aurait plus ces espèces domestiques. Donc je le prends, je le mets dans la balance. Il y a aussi le fait qu'on nous dit que, d'accord,
d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, peut-être que tuer, c'est mal. En attendant, de l'autre côté, si on abolit l'élevage, il faudra se passer des pâturages et de l'intrant que donnent les animaux d'élevage. Et donc, il y aura une perte au niveau de la biodiversité. Du CO2, c'est débattable, il y en a qui pensent que c'est vrai. Il y aura des pertes au niveau des paysages, les incendies, les avalanches, le ski et tout. On peut faire une longue liste. Apparemment, les prairies, ça fait du bien. Donc je le rajoute à la balance. On a aussi l'idée qu'il y a des traditions. C'est pas des gens qui vont dire qu'il faut garder les traditions. Enfin, on peut tuer pour garder les traditions, mais ils vont dire quand même ça compte et c'est quelque chose qu'on veut pas perdre, donc on le présente un peu comme ça, quoi. Et enfin le dernier, qui est assez à la mode dans les milieux intéressés, c'est cette idée que si on voulait se passer de l'élevage, avec une alimentation purement végétale, il faut se complémenter en vitamine B12, il faudrait prendre des pilules, et vraiment prendre des pilules, c'est horrible, quoi. Et donc voilà, on ajoute ça, et ça nous donne une pyramide comme ça, des choses où on n'a pas vraiment dit pourquoi est-ce que ça justifiait de tuer des animaux, mais il y en a tellement qu'on s'imagine bien qu'à un moment, ça s'accumule, quoi. Donc, une dernière posture que j'ai appelée l'élevage comme optimum éthique. Donc, c'est des gens qui vont pas vraiment nier le fait qu'en tuant un animal, on lui cause un tort, mais qui vont avoir de dire, bah oui, je suis d'accord avec ça, mais il se trouve que la meilleure manière de prendre en compte le fait que tuer, c'est un tort, c'est l'élevage. Donc, il y a plusieurs manières de dire ça. Le premier, c'est de dire que les plantes aussi sont sensibles. Donc, il n'y a pas grand monde qui le dit pour des raisons physiologiques. C'est marrant parce que ça peut presque renvoyer à ce que disait Sébastien, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui dit mais regardez dans la plante, il y a ça, c'est bien que... Par contre, il y a quelques personnes qui font l'effort de trouver des bases comportementales en disant voyez bien tout ce que ces plantes elles font, c'est bien qu'il doit y avoir quelque chose derrière. On pourra en reparler à la fin. Ça, c'est un des arguments. Et donc, vu que les plantes sont sensibles et que tuer des individus sensibles, c'est pas bien, il y aura l'élevage un peu dans la solution de comment est-ce qu'on fait pour tuer le moins possible. Ou en tout cas, la porte est ouverte, quoi. Après, une autre question, c'est cultiver, c'est aussi tuer. C'est quelque chose qu'on voit pas mal aussi, qui va ressortir. Et là, du coup, j'ai fait encore une fois une balance avec d'un côté, l'exemple typique, c'est une vache dans un pâturage. Et du coup, l'idée, c'est que cette vache dans le pâturage, on va la tuer elle à la fin, mais elle cause pas de... Ça va juste pour faire cette vache, il va juste falloir tuer un individu. Alors que de l'autre côté, si on a des cultures quelconques, j'ai pas forcément cherché, mais il y a cette idée qu'il y a certaines cultures dans lesquelles on va tuer des animaux. Là, c'est les deux exemples qui sont pris le plus souvent, c'est-à-dire les souris et les vers de terre. Et du coup, il y a cette idée que, vu que quand on cultive, on tue aussi, alors moins tuer, s'il faut tuer moins d'individus sensibles, ça peut aussi passer par l'élevage et l'abattage. Et du coup, voilà, on tuerait un individu plutôt que d'en tuer 10. C'est c'est des arguments qui sont présentés. Et enfin, le dernier argument, qui est sûrement celui que je peux défendre le moins possible, mais qui prend de la place, donc j'en parle, c'est cette idée que l'abattage ferait partie d'un contrat passé avec l'animal, et que du coup, l'éleveur, il donne la vie et il s'occupe de l'animal, ce qui lui donne ensuite le droit, ce qui est un échange du donnant-donnant, qui fait qu'après, l'éleveur a le droit de le tuer et de se servir de sa viande. Et donc ça, c'est voilà, les trois points de vue sur cette idée d'optimum éthique. Et enfin, j'en suis à combien de temps ? Ok. Voilà. Enfin, j'ai fait une dernière partie pour parler de cette idée de jouer le jeu de la philosophie morale. Donc vraiment, on va faire l'effort. On va pas simplement dire se baser sur des intuitions. On va se baser sur des prises de position sur pourquoi est-ce que la mort c'est mal et quel jugement on est censé faire. Ça vient d'une conférence de Jeff McMahon, qui est un philosophe anglais qui est spécialiste de la mort et de toutes ces questions philosophiques autour de la mort. Et lui, il a l'intuition que l'élevage c'est quelque chose qui est pas moral, mais il s'est dit je vais quand même faire l'effort en partant de la posture que lui défend dans ses bouquins, qui est l'idée que la mauvaiseté de la mort, ce qui fait que la mort c'est quelque chose de mal, c'est qu'il y a une privation des futurs plaisirs. Donc cette idée que voilà, il faut empêcher la mort d'un individu, parce que quand il y a un individu qui meurt ou quand on tue un individu, les plaisirs qu'il aurait pu ressentir dans le futur vont lui être privés, et du coup c'est un tort qu'on lui cause. Et il propose deux échappatoires auxquels il ne croit pas, mais au cas où il ressorte, c'est mieux d'en parler. Le premier que j'ai... Ah bah il y a les deux en même temps. Le premier que j'ai mis ici, c'est qui dit c'est de la privation de plaisir, mais il se trouve que du côté des gens qui ne mangent pas de cochon, il y a aussi une privation de plaisir. Et du coup, on peut imaginer une théorie morale qui dirait que si par exemple on se base sur les capacités cognitives du cochon pour penser au lien qu'il a avec son soi futur, on pourrait imaginer de trouver une manière de valuer qui ferait que en fait, il y aurait plus de plaisir. Enfin, si les deux se seraient juste privés de plaisir, le cochon ou les gens qui allaient le manger, et du coup peut-être que le plaisir des gens qui allaient le manger est plus important que les plaisirs que le cochon il aurait eu à vivre, et donc éthiquement il vaudrait mieux tuer le cochon. Et la deuxième que je vois pas mal et qui pour le coup est basée sur des présupposés éthiques
assez difficilement démontable, c'est cette idée que, c'est très schématique, c'est cette idée que quand l'animal, on l'élève, il y a des animaux qu'on fait naître uniquement pour pouvoir les tuer à 18-24 mois, et il y a cette idée qu'en permettant à l'animal de naître et d'être gardé dans un environnement où il va être bien pendant 18 mois, en fait, on lui fait plus de bien à cet individu que si on l'avait pas fait naître du tout. Et du coup, c'est pas du tout, pour éviter des conclusions désagréables, il faut pas du tout dire que c'est un devoir de le faire naître, mais de dire que pour cet individu-là, il y a plus de bien dans le fait d'avoir été mis au monde et d'avoir été tué à 18 mois que de ne pas avoir existé du tout. Et du coup, ça, c'est toutes les choses que j'ai pu lire. Et il y a des gens qui sont vraiment prêts à défendre ça et qui pensent vraiment que c'est la posture rationnelle, comme il y a des gens qui pensent que l'antispécisme, c'est la posture rationnelle. Et du coup, moi, en lisant ces choses-là, il y a une question qui me vient, qui est cette idée il y a beaucoup de ces accusations de mauvaise foi, et du coup, à la question de est-ce qu'on peut vraiment deviner si le propos qu'a quelqu'un, c'est de la mauvaise foi, ou alors qu'il a simplement des prémices différentes. C'est-à-dire que est-ce que la personne d'en face, elle sait que les choses qu'elle dit ont des conclusions d'un point de vue de la philosophie qui sont insupportables, mais elle se ment là-dessus pour pouvoir continuer à défendre son beefsteak ou son non-beefsteak, ou alors est-ce qu'en fait il y a des prémices différentes. Par exemple, il y a vraiment cette idée que si vous avez une prémisse qui vous dit que faire naître un individu et le tuer à 18 mois c'est mieux que de ne pas le faire naître du tout, ça peut être de la bonne foi, vous avez simplement des prémices différentes. Et du coup, moi la réponse que j'ai par rapport à cette question, c'est difficile de faire le tri entre les deux parce qu'il y a des gens de mauvaise foi. Et du coup, voilà, en théorie, c'est difficile de vraiment être capable de faire la différence. C'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez savoir s'il y a un raisonnement que vous ne comprenez pas ou s'il y a de la mauvaise foi. Et en pratique, c'est d'aucune aide pour la discussion parce que si vous avez une discussion et que vous accusez la personne d'en face de mauvaise foi, les gens qui pensaient déjà que la personne que vous accusez avait raison, ils vont être plus persuadés que c'est eux qui ont raison. Et les gens qui pensaient que c'était vous qui aviez raison, ils vont être plus persuadés. Ça va simplement solidifier les deux côtés. J'ai pas encore vu que ça pouvait faire progresser quoi que ce soit. Donc, il y a un outil en y réfléchissant, je me rends compte qu'il y a un outil qui fonctionne pour à la fois combattre la mauvaise foi et faire avancer le débat, qui est un outil qui est très connu dans les cercles sceptiques, c'est l'idée de l'homme de fer. Donc l'idée de l'homme de fer, c'est l'inverse. C'est un peu un inverse de l'homme de paille. L'idée de l'homme de paille, c'est que quand la personne d'en face, elle vous présente un argument ou un discours, vous allez le prendre et vous allez le reformuler de la manière la plus ridicule, de manière à ce que ce soit le plus facile à attaquer. Donc ça, c'est l'homme de paille. Et en fait, l'homme de fer, ça va être l'inverse. Ça veut dire que quand quelqu'un vous dit quelque chose, vous allez prendre la manière de comprendre ce qu'il a dit de la manière la plus charitable, de la manière où c'est pour vous le plus difficile de l'attaquer. Et du coup, pourquoi est-ce que je pense que ça peut être un outil pour combattre à la fois la mauvaise foi et faire avancer le débat? C'est parce que si la personne en face de vous, elle pense véritablement ce qu'elle dit et que vous lui demandez, que vous avez bien représenté sa vision et que vous lui posez des questions claires, elle va... Si c'est vraiment ce qu'elle pense, elle va pouvoir vous répondre. En tout cas, elle va comprendre qu'elle doit y réfléchir. Par contre, si elle est de mauvaise foi, elle va simplement pas pouvoir se dire que vous n'avez pas compris parce que vous avez vraiment donné le meilleur portrait que vous pouviez de sa manière de comprendre les choses et de la manière dont elle parle. Et du coup, l'espoir, c'est qu'il y a une petite partie de l'assistance qui était d'accord avec ces personnes-là qui se disent bah tiens, il n'y a pas de raison derrière ça. Peut-être que je vais y réfléchir. Mais bon, ça c'est un espoir. Du coup, pour conclure. Je vais proposer des questions pour les deux camps et après pour un camp et pour l'autre, avec cette idée que je pense que je ne sais pas si les deux camps veulent discuter. C'est un peu voilà, c'est pas le contrôle là-dessus. Je peux pas les pousser ou les payer peut-être, mais bon. Et partant du fait que les deux camps considèrent que continuer à se marcher dessus et à dire que l'autre est complètement débile, on peut faire ça de temps en temps, mais peut-être pas tout le temps. Il y a des questions où je pense que si on les posait, on pourrait se rapprocher de justement se rendre compte est-ce que c'est de la mauvaise foi ou est-ce que c'est des prémices différentes. On pourrait peut-être pacifier le débat ou en tout cas dans un petit espace faire avancer la discussion. Et donc pour les deux camps, donc des choses où il faudrait que les anti-élevages et les pro-élevages répondent pour pouvoir éviter de tout le temps revenir sur les mêmes questions. Le premier, ce serait, est-ce que vous pensez que c'est légitime de maintenir certains élevages, mais aussi de stopper certains élevages, dans le cas où il y en aurait où ce serait plus optimal d'un point de vue de il faut tuer le moins d'individus sensibles possible, de choisir l'un plutôt que l'autre, de stopper un élevage pour préférer la culture ou vice-versa. Et une autre question, c'est pourquoi la mort est-elle un mal ? C'est justement pour se distancier de ces idées d'intuition. Et vraiment, si on dit vraiment quand il y a ces conditions-là, alors la mort est un mal, ça nous rapproche et ça nous permettrait surtout de voir s'il y a des désaccords à ce niveau-là.
Et une autre question, voilà, c'est est-ce qu'il y a un rapport, c'est pour ça que j'ai mis la carotte, est-ce qu'il y a un rapport avec le fait que la mort est un mal et le fait qu'il y a des capacités cognitives et de la sensibilité? Et ça, c'est vraiment, c'est pas, il faut y réfléchir, il faut justement, peut-être avec des expériences de pensée, voir quelle intuition on a en disant ça et quelles peuvent être les bases de ce qu'on pense. De la part des antispécistes aux gens qui veulent défendre l'élevage, il va y avoir ces deux questions-là. Donc voilà, le premier, c'est avec l'idée du contrat. Comment est-ce qu'on peut parler d'un contrat? Enfin, les questions à poser, ce serait qu'est-ce qui fait que pour vous, il y a un contrat juste quand il y a une personne des deux qui ne peut pas consentir? Et comment est-ce qu'un contrat peut être juste quand d'un côté, il y a s'occuper de quelqu'un et de l'autre côté, il y a la mort? C'est deux choses qui sont interdites dans le droit français. Vous n'avez pas le droit de signer avec quelqu'un qui n'a pas de consentement et vous n'avez pas le droit de lui faire signer que vous allez le tuer, quoi. Et après, une autre question, c'est aussi, j'ai mis The Island, donc le film dont je parlais avec des individus qui sont utilisés pour récolter des organes. La question, c'est comment est-ce que vous êtes d'accord avec cette... Est-ce que, de la part des antispécistes au pro-élevage, est-ce que vous êtes d'accord avec cette expérience de pensée et qu'est-ce qui vous fait dire qu'on peut en tirer la conclusion que... ou alors est-ce que vous n'êtes pas d'accord et du coup pourquoi? Pour essayer d'avancer, parce que cette expérience de pensée-là, elle est vraiment très importante pour la pensée antispéciste. Et la deuxième question, ce serait, il y a cette idée voilà, de l'accumulation des bénéfices qui sont obtenus par l'idée qu'on continue à tuer des animaux, et la question de quand est-ce que quels sont les critères pour qu'une mise à mort soit acceptable quand il y a suffisamment de bénéfices. Avec cette idée qu'il y a quelque chose qui a l'air assez nébuleux de dire on va accumuler, mais comment est-ce qu'ils peuvent justifier qu'à un moment on a suffisamment accumulé pour que cette mise à mort elle soit acceptable. Et après, question de la part des pro-élevage. Bon, ça j'ai beaucoup travaillé parce que c'est pas mon mode de pensée. Donc j'espère qu'il y aura peut-être des questions plus intéressantes. Mais voilà, la première question, c'est est-ce qu'il y a des critères comportementaux? Est-ce que les antispécistes pourraient donner des critères comportementaux de manière à ce qu'ils accepteraient que le doute est levé sur le fait que les plantes sont sensibles ou pas? Donc, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont persuadés qu'il y en a, et ils présentent les gens d'en face comme soit des gens qui veulent pas voir les expériences, ou des gens qui les voient et qui continuent à faire comme si elles n'existaient pas. Et après, la deuxième question, c'est est-ce qu'une courte bonne vie est mieux que pas de vie du tout? Et ça, pareil, on peut essayer des expériences de pensée et voir un peu ce qu'on en pense par rapport à ça. Et ça nous laisse avec la question qui va finir cette présentation, qui est, une fois qu'on a posé des questions au camp d'en face et qu'il ne répond pas, qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, ça c'est plus politique et tout, mais c'est la question que je pose. Voilà, merci. Vous m'entendez? Ouais. Merci Loïs. L'idée c'est qu'il n'a pas exposé ses arguments, hein. À aucun moment c'était des arguments de plusieurs positions de pensée. Donc là, dans le temps des questions maintenant, avant qu'on attaque la phase d'atelier de discussion commune, ce que je vous propose c'est de ne pas discuter les arguments en eux-mêmes, mais discuter la méthode et ce qu'il a présenté comme méthode de réflexion pour débattre. Après, on parlera des arguments si vous le souhaitez, c'est le but de la suite de la soirée. Mais là, dans un premier temps, c'est pas de discuter de la validité des arguments qui ont été présentés que je vous propose. C'est plus, ça te convient, hein? Oui. C'est de plus aller sur la méthode de travail qui a été proposée sur ce thème-là de l'abattage et de voir si ça fait quoi d'autres choses pour vous. Oui, alors du coup, là, je suis complètement abasourdi parce que moi, je suis quand même militant depuis quelques années. Bon, vous avez deviné que je suis vegan. On m'a jamais exposé des arguments comme ça, hein. Ah, c'est rare, hein. Enfin, quelques-uns peut-être, mais franchement... Et puis le terme antispécisme, non, s'ils comprennent comme ça, je comprends qu'ils comprennent rien, eux non plus, hein. Ouais. Parce que spécisme, ça veut vraiment dire, en fait, une hiérarchisation des espèces, et que l'homme est en haut, hein. C'est ce qu'on a vu juste avant, en fait, hein. C'est ça, c'est de croire que... si on regarde le terme dans le dictionnaire, c'est ça. Si les gens ne lisent pas le dictionnaire, c'est un peu embêtant quand même. Moi, j'utilisais le terme, oui. J'aurais dû dire c'est ma définition, et si tu me donnes un mot, je l'utiliserai la prochaine fois, il n'y a pas de problème. Non, mais je revendique pas le terme, je revendique cette idée de l'égale considération des intérêts comme une posture qui est la base des anti-élevages. L'égale considération des intérêts. Ouais. Oui, spécisme, c'est hiérarchisation des espèces. Donc, en mettant tout en haut, bien sûr, l'homme blanc, cisgenre, etc. Et le spécisme, en fait, c'est aussi de croire que y a du racisme, du sexisme et tout ça, hein. Donc ça englobe beaucoup plus de choses que ce qu'on entend, hein. Oui, c'est... L'antispécisme, c'est justement être anti-sexisme, anti-racisme et tout ça. D'un point de vue militant, oui. C'est une posture qui peut... Enfin, on peut dire que la bonne posture qu'il faut avoir militantement,
c'est pas un mot. Mais d'un point de vue militant, c'est ça. Moi, c'est pas du tout ce que je disais là. Moi, la question qui m'intéressait, c'est d'où viennent les certitudes. Et du coup, il y a des gens qui sont antiracistes, antisexistes. C'est une certitude. Ils ont pas. Et ça m'arrange d'ailleurs que tous les gens qui sont antiracistes n'aient pas eu à réfléchir pourquoi c'était la bonne chose à faire. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est quand on confronte quand on dit sur quoi vous vous basez pour ça. Il y a d'autres manières de se baser. C'est pour ça que j'ai parlé de Franchon et de Reagan. Et il y a des manières plus intuitives de se dire je vois pas pourquoi on ferait différemment. Là, j'ai essayé de vraiment poser si on va vraiment creuser. Il y a vraiment cette idée que Singer il s'est posé la question, il a pas trouvé de réponse quoi. Mais peut-être que je devrais utiliser un autre mot. Je devrais appeler ça le Singerisme. J'ai aucun problème avec le fait de lâcher des mots. Ce qui compte, c'est que. Non, d'accord. Non, mais c'est-à-dire que quand il y a un débat, c'est sûr qu'il faut se mettre d'accord sur les mots au départ. Et là, je pense que c'est biaisé dès le départ parce que si. Enfin, je pense. Enfin, moi, si on part pas. Je peux dire que c'est un autre mot. Hein, remplacé dans tout ce que vous avez écouté, antispécisme par Singerisme. Peut-être que ça marche. Ouais. Parce que je revendique pas du tout le mot. Oui, non, je comprends. C'est pas un débat d'idées. Mais moi, ce qui me semble bizarre, c'est que quand on a des bases scientifiques, on part de bases où tout le monde est d'accord, à peu près. Enfin, où il y a un consensus scientifique. Je suis pas du tout d'accord. On peut se donner les bases qu'on fait. Non, mais du moins dans un camp. Par contre, c'est vrai que c'est plus facile pour la discussion. Dans un camp. Dans le camp vegan, le mot spécisme, vous pourrez poser à n'importe quel vegan, il vous dira pas que c'est ce que vous avez dit là. Je suis bien, après, je sais pas. Hein. Ça me remet bien à ma place. Je passe la parole à d'autres personnes. Oula. Ah ouais. Okay. Moi, je pense qu'il y a. Ce qui est intéressant dans ce que tu nous exposes, c'est qu'il y a une incompréhension, clairement, entre deux camps. Et tu nous présentes une solution qui est ta solution de l'homme de fer. Solution quoi. Oui, entre guillemets. Moi, je pense qu'il y a une solution quand on débat avec quelqu'un qui est très efficace, c'est plutôt que de lui présenter son point de vue, c'est plutôt de le questionner sur son point de vue. C'est ça l'homme de fer. Mais c'est. Comment t'as compris l'homme de fer? L'homme de fer. Ouais, c'est ça. Bien joué, franchement. En fait, c'est peut-être moi qui ai mal compris ce que tu dis. Ouais, vas-y, reviens dessus, il n'y a pas de problème. Ouais, moi, c'est la méthode socratique, en fait. C'est... L'homme de fer, de ce que tu dis, c'est plutôt que de considérer le point de vue adverse comme un truc ridicule qu'on méprise a priori, comme donc l'homme de paille, c'est prendre plutôt une posture de respecter ce point de vue et puis de combattre avec des arguments, non ? De répondre avec des arguments à un truc solide, en fait. En fait, il n'y a même pas d'histoire de combattre. C'est que c'est pas du tout. Moi, j'ai l'impression que dans les débats qu'on peut voir à la télé, par exemple, si quelqu'un, on lui pose la question de son point de vue sur les animaux et qui dit c'est parce que c'est Dieu qui a dit qu'il fallait faire comme ça, il y a rien à combattre. Pour les gens qui écoutent, ça passe pour un. Enfin, les gens qui étaient déjà convaincus vont le rester et ceux qui ne l'étaient pas le seront pas quoi. Et du coup, c'est pas tant. C'est vraiment pour découvrir est-ce qu'il y a une base, quand est-ce que ça s'arrête. Et c'est vraiment de dire Enfin, moi, la posture que j'ai, et l'homme de fer, je vois un peu comme ça, mais c'est peut-être que je me l'approprie un peu trop, quoi. C'est vraiment cette idée de dire, je pars du fait que t'as raison de penser ce que tu penses, qu'avec certaines bases, avec certains critères de c'est quoi un bon raisonnement, avec certains critères de valeur et tout, t'as raison de penser ce que tu penses. Il se trouve, est-ce que tu peux me dire, du coup, comment est-ce que tu expliques cette chose-là? Et par exemple, de dire, c'est un peu, comment dire? Oui, d'aller chercher. Est-ce que tu peux m'expliquer ce passage-là? Comment tu passes du point A au point B? J'ai compris que tu disais que ça impliquait ça. Il se trouve que je comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est à cause de ça? Et des choses comme ça. Le but, c'est pas du tout de dire que l'autre a tort, c'est de comprendre pourquoi il pense qu'il a raison. Okay. Dans ce cas-là, on est d'accord en fait. D'accord. Très bien. Voilà. Parfait. Ok. Et voilà. Tout à l'heure. Merci.